Nous commencerons cette revue de la presse par le seul titre commun qui fait la une des deux plus grands quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israel Hayom. Oui, et ce titre, c'est l'imminence d'un accord entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime commune à ces deux pays. Optimisme tendu en Israël autour d'un tel accord, titre le Israel Hayom, qui souligne que le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit se réunir cette semaine, probablement jeudi au lendemain de Kippour, pour entériner cet accord, et ce sur fond de tentatives, on va dire, de provocation de la part du leader de Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a déclaré hier « Le Liban va vers des journées décisives ». Le Yediot Aharonot confirme en titre « Israël et le Liban approchent d'un accord » et annonce que l'ébauche d'accord déposé par le médiateur américain Amos Hochstein devant le président libanais Michel Aoun détermine le partage des plateformes gazières. Le Yediot Aharonot indique que même Nasrallah a parlé donc de développement important. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette au discours d'annexion de Vladimir Poutine. Oui, le discours et la menace, titre le Yediot Aharonot en nous montrant une photo de Poutine durant son discours d'annexion vendredi, annexion des 4 provinces ukrainiennes, et une photo de ses sympathisants brandissant des drapeaux russes. Le Yediot Aharonot souligne que pendant 40 minutes, Poutine a vanté l'annexion et a fustigé les États-Unis, tout en faisant des allusions sur l'éventualité d'un usage de la force nucléaire. Mais concrètement, écrit le Yediot Aharonot, les Russes perdent des positions sur le terrain et les Ukrainiens accumulent les succès militaires. Alors, qu'écrivent les éditorialistes israéliens dans la presse à propos de ce discours de Vladimir Poutine ? Eh bien, Nana Veyal, dans le Yediot Aharonot, écrit que Poutine a prononcé un discours qui ressemblait à celui d'un dictateur totalitaire des années 30 et 40 du siècle précédent. Et les experts qui conseillent les pays occidentaux estiment aujourd'hui, après un tel discours, que Poutine est tout à fait capable d'utiliser l'option nucléaire, une option tactique et limitée, mais tout de même une option nucléaire. Dans le Israel Hayom, on trouve à ce sujet l'analyse de Abbas Galimov, qui fut le rédacteur des discours de Vladimir Poutine pendant plusieurs années et qui décrypte les derniers développements. Il parvient à la conclusion que Poutine est considérablement affaibli et qu'il ne lutte pas contre l'Ukraine ou contre l'OTAN, mais qu'il tente de lutter contre la réalité sur le terrain. Il a remarqué que dans ce discours teinté, je cite, d'émotion et de démagogie, on peut trouver un élément encourageant, le fait que Vladimir Poutine soit prêt à s'asseoir à la table des négociations avec l'Ukraine. Pour Amnon Lord, la Russie a atteint après le discours d'annexion de Poutine le point de non-retour. Selon Lord, de deux choses l'une. Si la Russie perd la guerre, elle ne sera plus la même Russie, mais si elle l'emporte, eh bien l'ensemble de l'avenir de l'Europe sera entre ses mains. Enfin, pour Angel Pepper, en page d'ouverture du Haaretz, la rhétorique de Vladimir Poutine révèle ses faiblesses, une rhétorique qui a associé des messages ultranationalistes à des messages issus de l'extrême gauche. La manchette du Israel Hayom ce matin se rapporte à l'anti-israélisme qui se développe sur le campus de grandes universités américaines. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui préoccupe de plus en plus les dirigeants israéliens et qui semble s'étendre. Preuve en est, plusieurs organisations estudiantines de l'université de Berkeley en Californie, l'une des plus célèbres universités au monde, ont adopté une résolution interdisant tout soutien, je cite, au sionisme et à l'état d'apartheid d'Israël. En page d'intérieur, le Israel Hayom titre les campus de la haine et précise que la décision de certains étudiants donc de Berkeley n'est que le haut de l'iceberg américain et que dans plusieurs universités américaines, la diffusion de contenus haineux envers Israël et envers le sionisme sont devenus monnaie courante. Au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, on promet de lutter pour vaincre ce courant de délégitimation vers l'État d'Israël. Le Israel Hayom donne la parole à Ofer Price, une Israélienne qui suit justement ses études à New York et qui reconnaît qu'elle se sent poursuivie, voire même persécutée par ce qu'elle appelle le nouvel antisémitisme sur les campus sur les campus américains. Et Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israel Hayom, affirme que le plus dur est encore à venir. Une lueur d'espoir tout de même dans cette double page consacrée à ce dossier par le Israel Hayom. 50% des étudiants américains soutiennent l'État d'Israël. Et dans ce contexte, Ben Dror Yemeni rédige ce matin un éditorial intéressant sur le 2 poids 2 mesures de l'administration Biden en matière de violence en temps de conflit. Oui, Ben Dror Yemeni revient sur la mort regrettable d'un enfant palestinien, Ryan Suleiman, 7 ans. L'enfant n'a pas été tué par les soldats israéliens. Selon l'enquête en cours, il est possible qu'il ait basculé d'un balcon d'un immeuble en voyant des soldats s'approcher, ou bien est-il décédé des suites d'une crise cardiaque en voyant justement les soldats israéliens
israélien s'approcher. C'est regrettable, écrit Ben Dror Yemini dans son éditorial ce matin, mais ce qui est, selon Ben Dror, inacceptable et hypocrite, c'est que les Américains critiquent Israël dans ce cas-là, alors que l'armée américaine a été responsable de la mort de milliers de civils et de centaines de journalistes dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Iran ou l'Irak, sans qu'elle n'accepte le moindre procès et la moindre forme de condamnation. Fin de citation de cet éditorial. Un mot de politique pour terminer avec le site de la chaîne 11, la chaîne publique israélienne qui publie le dernier sondage en date, un mois avant les nouvelles élections en Israël. Oui, un sondage qui confirme les précédents et qui indique que l'impasse politique actuelle se poursuit. Selon ce sondage, le bloc Netanyahou doit se contenter de 59 mandats, tandis que le bloc de centre-gauche de l'actuelle coalition n'en détiendrait que 57. Yesh Atid, le parti d'Yair Lapid, se renforce à 25 mandats, tandis que le Likoud, lui, stagne ou même recule à 32 mandats. Mais l'élément déterminant risque d'être les deux formations arabes qui flirtent avec le seuil d'éligibilité à 4 mandats chacune. Il suffira que l'une des deux formations ne passe pas le seuil d'éligibilité pour accorder la victoire de facto au bloc Netanyahou. Bref, des élections qui vont vraisemblablement se dérouler dans un mouchoir de poche.